Depuis sa création, le cinéma a su effrayer et divertir. Son statut d'art n'est plus sujet au débat, ni même son efficacité à questionner son époque. Le combat politique de la guerre froide va s'incarner dans les salles obscures et au-delà. Le sénateur McCarthy conduit une véritable inquisition chez les intellectuels et les artistes de l'époque, pour protéger le pays de la menace communiste. Les réalisateurs, scénaristes, producteurs et acteurs font désormais l'objet d'une surveillance étroite et une véritable purge tombe sur Hollywood. The studios say there is no blacklist at all. It's a dirty word with them. However, over 250 people have received notices from the studios that they are no longer employable in motion pictures, and I was one of the first. I think it's a blacklist. Les conditions de production changent radicalement. Les budgets deviennent colossaux, les techniques s'affinent. Hollywood et tout le cinéma américain est très prolifique à cette époque. C'est le cinéma de science-fiction qui connaît alors un essor remarquable. La Terre est envahie de météorites, soucoupes volantes, robots humanoïdes, martiens et autres créatures plus ou moins identifiables, mais toujours terrifiantes. Ils incarnent à l'écran cette peur de l'autre, mais surtout celle du rouge. Il en est ainsi pour le long-métrage de Christian Nyby, sorti en 1951, La chose d'un autre monde. Ce film est quelque peu maladroit dans son rythme et dans son bon goût pour les costumes. Mais il bouleverse les codes du film d'épouvante et du film de science-fiction, qui jusqu'alors se tenaient à distance l'un de l'autre et bâtit un pont entre les deux genres. Hélas, le film souffre vraiment du macartisme et du poids des années. Mieux vaut attendre son remake qui sortira 30 ans plus tard, sous la caméra d'un certain John Carpenter. Science-fiction et horreur nous offrira dès les années 50 de merveilleux films. Avec l'invasion des profanateurs de sépultures, de Don Siegel, c'est un peu différent. Ambitieux et accompli, le film reflète une inquiétante oppression. L'atmosphère est de plus en plus terrifiante par la simple force de la mise en scène. Vu que la mutation se passe toujours hors champ, le spectateur scrute et analyse les protagonistes en quête de preuves pour savoir qui est qui. Si cette question peut trouver une réponse, celle du pourquoi n'en trouvera pas. Cette œuvre culte du cinéma de science-fiction a perdu de nos jours, et dans tous ses multiples remakes, sa métaphore de la crainte du communisme. Le film reste percutant sur la peur écologique ou les dégâts de la science. Les angoisses sont multiples et ce film porte surtout la peur de l'inconnu, qu'elle soit intime ou collective. Alors que certains films construisent leur trame sur le combat, le tout teinté de bravoure patriotique, d'autres, venus de plus loin, reflètent les craintes planétaires face à la menace nucléaire. Et ça va faire du bruit. Godzilla sort en 1954. Réalisé par Ishiro Honda, ce premier représentant d'une longue lignée d'adaptations souffre souvent de sa dimension kitsch, jugée nanardesque par le public occidental. Ce monstre géant aux origines nucléaires va tout détruire sur son passage, mais va créer le début d'un genre cinématographique à part entière, le kaiju. Ce sous-genre montre des créatures géantes, force de la nature devant l'homme impuissant. Godzilla reste à ce jour l'un des monstres les plus connus et reconnus sur la planète. Le Japon n'est pas le seul à se payer le luxe de créatures géantes, et l'Universal s'essaye au projet, sans convaincre. Jack Arnold nous offre le dernier des représentants des monstres d'Universal, injustement considéré comme le premier film en 3D. Cette technique du relief fait fureur dans le Hollywood des années 50, offrant une expérience augmentée dans les salles obscures. C'est surtout un essai pour se battre contre la télévision qui s'installe petit à petit dans tous les foyers américains. Dans son costume intégral, le Gilman effraie autant qu'il fascine. Les scènes aquatiques sont poétiques et techniquement révolutionnaires. Pour notre plus grande joie, la créature du lac noir rentre au panthéon des monstres. Le côté gothique des premiers Universal Monsters est délaissé, au profit d'un récit plus scientifique. La baisse de la censure dans les années 50 permet une érotisation de la créature et donne au récit toute sa profondeur. Hélas, il sera le dernier représentant des Monsters Universal. Heureusement, les monstres se sont émancipés de leur maître et vont découvrir une deuxième vie, plus adulte, grâce à un studio cette fois-ci britannique, la Hammer. Ce studio va revisiter l'épouvante en y injectant ses propres vedettes, en y repoussant les limites de l'époque. Profitant du climat permissif de l'industrie du cinéma en termes de représentation de la violence et de l'érotisme, la Hammer produira à la fin des années 50 Frankenstein s'est échappé et le cauchemar de Dracula. I am Dracula and I welcome you to my house.
I must apologize for not being here to greet you personally, but I trust that you have found everything you needed. Prenant des libertés par rapport aux œuvres précédentes et renouant avec le gothique, la Hammer et son réalisateur vedette Terence Fisher fera renaître de ses cendres deux monstres délaissés, le tout en couleur. Les créatures sont moins théâtrales et plus réalistes. La réalisation est audacieuse, les effets percutants et les monstres effrayants. La censure interdit toute représentation d'actes sexuels au cinéma. Ces films ne cessent de suggérer, devenant transgressifs et marginaux. Cette décennie s'achève et une autre va voir le jour. Le contexte sociétal américain et européen va se libérer, laissant la possibilité aux artistes d'effectuer une transformation inédite et radicale. Arrive une décennie haute en couleurs et en hémoglobine, rendant la Hammer sacrée, laissant entrer dans nos maisons des monstres au visage familier et laissant la porte ouverte à l'âge de la transgression.